Le couteau tremblait dans la main de Yétinde tandis qu'elle regardait l'homme endormi à ses côtés sur l'étroit lit. Le bruit de sa respiration semblait résonner dans le silence pesant de la vieille chambre en bois. Elle savait qu'à cet instant, elle n'avait qu'un seul choix, soit elle tuait Adebayo sur le champ, pendant son sommeil, soit elle perdrait tout la maison de sa grand-mère, sa dignité, sa vie même. Car tante Folachad avait été claire cet après-midi-là. Si Yétinde n'obéissait pas, si elle ne trahissait pas l'homme devenu son mari 5 jours auparavant, Folachad détruirait tout, y compris la seule personne que Yétinde aimait au monde, sa grand-mère Abeni, qui se mourait à l'hôpital universitaire d'Ibadan. Et tandis que Yétinde serrait le couteau de ses mains moites, les larmes ruisselant sur ses joues, elle réalisa quelque chose qui lui glaça le sang un instant. Adebayo ne dormait pas. Ses yeux étaient ouverts dans l'obscurité, la fixant droit dans les yeux, et il murmura d'une voix qui ne laissait transparaître ni colère ni peur, mais seulement une profonde et ancienne tristesse. Il dit, « Je sais que tu as été envoyé pour me tuer, Yétinde, je l'ai toujours su. » Et c'est à cet instant que son monde s'écroula, car elle comprit que tout, absolument tout ce qu'elle croyait savoir de cet homme, de sa tante, de sa propre vie, n'était qu'un mensonge bâti 20 ans auparavant. Mais pour comprendre comment Yétinde en est arrivée à ce terrible moment, un couteau à la main et un homme qui aurait dû être son ennemi la fixant d'un regard rempli d'une douleur indéchiffrable, il faut remonter 6 jours en arrière, au moment où tout a basculé. Au jour où Yétinde était assise sur le sol froid du couloir de l'hôpital universitaire d'Ibadan, serrant la main ridée et glacée de sa grand-mère Abni. Une femme de 73 ans qu'il avait élevée depuis l'âge de 2 ans, après la mort de sa mère lors d'un accouchement difficile et la disparition soudaine de son père, sans laisser de traces. Grand-mère Abeni était tout pour Yétinde, mère, père, amie, enseignante, la seule personne au monde qu'il aimait inconditionnellement. Et maintenant, cette femme était là, allongée sur un vieux brancard taché dans le couloir d'un hôpital surchargé, faute de lit disponible. Elle respirait difficilement, sa peau grisâtre, signe, comme Yétinde le savait, que le temps était compté. Le médecin lui avait expliqué avec une froideur clinique qui lui donnait envie de hurler. Il avait dit que grand-mère Abni avait besoin d'une opération du cœur urgente, une valve défaillante, et que sans cette intervention, il lui restait au maximum 72 heures à vivre, peut-être moins. Et le coût? Le médecin avait annoncé ce chiffre comme si de rien n'était, 450 000 Naira, une somme absolument impossible à réunir pour Yétinde, couturière dans un petit atelier de confection du marché de Dugbe, qui ne gagnait que 30 000 Naira par mois. C'était comme lui demander de faire descendre la lune du ciel. Yétinde avait passé les 18 dernières heures à tout essayer. Elle s'était rendue dans 3 banques différentes pour demander des prêts, et toutes l'avaient refusé car elle n'avait aucune garantie, aucun bien immobilier, rien d'autre que ses mains qui savaient coudre et une grand-mère mourante. Elle avait tenté de vendre son seul bien, une petite et vieille machine à coudre Singer que sa grand-mère lui avait léguée, mais l'offre était ridicule, 12 000 Naira, même pas 10% de la somme dont elle avait besoin. Elle était allée à l'église où sa grand-mère avait pratiqué sa religion pendant plus de 40 ans, et le pasteur, cet homme corpulent en costume brillant qui prêchait sans cesse la générosité et l'amour du prochain, avait écouté son histoire avec un sourire condescendant et lui avait proposé de prier pour elle, juste prier, sans argent, sans aide concrète. Et lorsqu'Yétinde quitta l'église, elle sentit quelque chose se briser en elle, un dernier espoir réduit en miettes. C'est alors qu'elle reçut l'appel. Son vieux portable sonna, affichant un numéro qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 2 ans. C'était tante Folachad, la sœur cadette de sa grand-mère Abeni. Une femme que Yétinde avait toujours eu du mal à comprendre. Folachad était riche, très riche. Elle avait épousé un homme d'affaires influent de Lagos et vivait dans une somptueuse villa du quartier d'Ikoyi. Elle portait des vêtements de marque importés d'Europe et conduisait des voitures de luxe. Malgré toute cette richesse, malgré leurs liens familiaux, Folachad n'avait jamais aidé ni sa grand-mère Abni ni Yétinde. Pas un sou, pas une visite, rien. Et voilà que, soudain, elle appelait. La voix de Folachad au téléphone était douce, presque trop mielleuse. Elle expliqua avoir appris la situation de grand-mère Abeni par une connaissance travaillant à l'hôpital. Elle voulait aider, car la famille était la famille, et elle ne pouvait rester les bras croisés à regarder sa sœur mourir. Yétinde ressentit un soulagement si intense qu'elle faillit s'évanouir dans le couloir de l'hôpital. Les larmes ruisselant sur ses joues, elle remercia Dieu et sa tante, mais Folachad prononça alors des mots qui lui retournèrent l'estomac. « Mais bien sûr, il y a une petite condition, ma chère, juste une faveur que tu me rendras en échange, quelque chose de simple qui arrangera tout. » Et Yétinde, désespérée, aveuglée par le désir de sauver la seule personne qu'elle aimait, dit oui sans même demander de quoi il s'agissait. Elle dit oui parce que, quand on se noie, on s'accroche à tout ce qui ressemble à une bouée, même si elle est en plomb. Folachad expliqua alors, sa voix toujours douce, mais avec une pointe de froideur et de calcul. Elle a dit que Yétinde devait se marier, et se marier immédiatement, aujourd'hui même. Si possible, avec un homme choisi par Folachad, un certain Adebayo Okonkwo,
qui venait d'être libéré de la prison de haute sécurité de Kirikiri après avoir purgé une peine de 5 ans pour agression violente et tentative de meurtre. Le silence qui suivit était si pesant que Yetinde le sentait lui peser sur les oreilles. Elle parvint enfin à parler, sa voix n'étant qu'un murmure étranglé. Elle demanda pourquoi elle devait épouser un dangereux criminel, un inconnu. Folashad rit, d'un rire bref et sec, et expliqua que la famille d'Adébayo devait des faveurs à son mari, d'importantes faveurs liées aux affaires que Yetinde n'avait pas besoin de comprendre. Une partie de l'accord pour régler ses dettes impliquait qu'Adébayo se marie et s'établisse comme un homme respectable, et que Yetinde serait l'épouse idéale, jeune, belle, issue d'une bonne famille malgré sa pauvreté, celle qui permettrait à Adébayo de paraître réhabilité aux yeux de la société et des autorités. Folashad poursuivit ses explications d'une voix qui semblait parler de la pluie et du beau temps plutôt que de détruire une vie. Elle lui avait dit que le mariage ne serait que sur le papier, que Yetinde n'aurait pas à vivre comme une épouse, qu'il s'agissait d'une simple formalité légale, et qu'en échange, l'opération de sa grand-mère Abni serait prise en charge. Aussitôt, tous les frais d'hospitalisation couverts, et avec encore assez d'argent pour que Yetinde puisse recommencer sa vie à zéro, elle sentit la bile lui monter à la gorge. Elle regarda sa grand-mère allongée sur le brancard, respirant difficilement, et sut qu'elle n'avait pas le choix. Elle dit oui une fois de plus, et cette fois, en disant oui, elle eut l'impression de signer son propre arrêt de mort. 24 heures plus tard, Yetinde se tenait dans une petite pièce étouffante d'un bureau d'état civil à Ibadan, vêtue d'une simple robe blanche que Folashad lui avait achetée. À ses côtés se trouvait Adébayo Okonkwo, et lorsqu'elle l'aperçut pour la première fois, elle faillit s'enfuir. Il était grand, très grand, probablement plus d'1,90 m, avec de larges épaules et des bras musclés marqués de cicatrices témoignant d'une vie de violence. Son visage était dur, anguleux, avec une mâchoire carrée et des yeux profonds et sombres qui semblaient receler de dangereux secrets. Il portait des vêtements simples, une chemise blanche un peu trop grande et un jean délavé. Lorsqu'il posa les yeux sur Yetinde pour la première fois, elle perçut dans son regard quelque chose qui la déconcerta profondément. Ce n'était ni de la colère ni de la cruauté, comme elle s'y attendait de la part d'un homme emprisonné pour avoir tenté de tuer quelqu'un. C'était de la lassitude, une lassitude si profonde et si ancienne qu'elle semblait enracinée au plus profond de son âme. La cérémonie dura moins de 15 minutes. L'officier d'état civil lut les vœux d'une voix monotone tandis que Folashad observait la scène. Un sourire satisfait illumina son visage au moment de signer les documents. Yetinde remarqua que ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir le stylo, et c'est alors qu'elle sentit une chaleur l'envelopper. Adébayo avait posé sa grande main sur la sienne, sans la serrer, sans la forcer, juste en la tenant doucement, et il murmura si bas qu'elle seule put l'entendre. « Je sais que tu ne veux pas de ça, je n'en veux pas non plus, mais je te promets que je ne te ferai pas de mal. » Et quelque chose dans sa voix, dans la sincérité brute de ses mots, fit que Yetinde le regarda vraiment pour la première fois. Et ce qu'elle vit dans ses yeux n'était pas un monstre, mais un homme brisé qui essayait de survivre, tout comme elle. Après la cérémonie, Folashad tendit à Yetinde une épaisse enveloppe, lui disant qu'elle contenait l'argent pour l'hôpital et une adresse écrite sur un bout de papier. L'appartement où Yetinde et Adébayo devraient vivre ensemble, au moins temporairement, pour sauver les apparences. Folashad donna aussi à Adébayo autre chose, une enveloppe plus petite qu'il prit sans l'ouvrir, puis elle partit au volant de sa rutilante voiture noire, laissant Yetinde et Adébayo plantés là, sur le trottoir brûlant et poussiéreux d'Ibadan, deux étrangers mariés, deux liés par des chaînes invisibles de dettes et de besoins. Le silence entre eux était pesant jusqu'à ce qu'Adébayo prenne enfin la parole, sa voix grave perçant le brouhaha de la rue. Il dit « Tu dois aller voir ta grand-mère, apporte l'argent à l'hôpital, je t'attends à l'appartement. » Et il lui tendit un morceau de papier avec l'adresse et une clé. Yetinde accepta sans un mot, encore sous le choc de l'absurdité de son mariage avec cet inconnu. Tandis qu'elle s'éloignait vers l'hôpital, elle sentait le regard d'Adébayo posé sur elle. Elle l'observait, non pas d'un air menaçant, mais presque protecteur, ce qui la troublait davantage. À l'hôpital, la transformation fut immédiate. Dès que Yetinde eut remis l'argent à l'administration, grand-mère Abni fut transférée dans une chambre particulière. Une équipe de médecins apparut comme par magie, l'opération fut programmée pour le lendemain matin, et pour la première fois depuis des jours, Yetinde put respirer. Elle resta auprès de sa grand-mère, lui tenant la main fragile. Grand-mère Abni, même affaiblie et somnolente à cause des médicaments, regarda Yetinde de ses yeux sages et fatigués et lui demanda d'où venait l'argent. Yetinde hésita. Elle ne voulait pas mentir à sa grand-mère, mais elle ne pouvait pas non plus dire la vérité, pas maintenant, pas alors que sa grand-mère était si fragile. Alors elle dit que Folashad avait aidé, que sa tante avait tout payé, et elle vit la surprise puis la méfiance traverser le visage de sa grand-mère. Abni connaissait sa sœur mieux que quiconque et savait que Folashad n'agissait jamais sans rien attendre en retour, mais elle n'avait pas la force de la questionner maintenant. Elle serra simplement la main de Yetinde et murmura « Fais attention à ta tante, ma fille, elle n'est pas ce qu'elle paraît. » Et puis, grand-mère s'endormit,
et Yétinde resta assise là, songeant à ces mots, un frisson lui parcourant l'échine. Quand la nuit tomba enfin et que Yétinde quitta l'hôpital, elle prit un mototaxi jusqu'à l'adresse qu'Adébayo lui avait donnée. C'était un vieil immeuble de 3 étages dans un quartier populaire d'Ibadan. Les murs étaient délabrés et des vêtements pendaient aux fenêtres. Des enfants jouaient dans la rue, même à cette heure tardive. Elle monta au 3e étage et s'arrêta devant la porte de l'appartement, le cœur battant la chamade. Elle utilisa la clé et ouvrit lentement la porte. L'appartement était petit, une seule pièce principale faisant office de salon et de cuisine, une minuscule salle de bain et une chambre, mais il était propre, étonnamment propre et bien rangé. Il y avait une petite table en bois, 2 chaises, un vieux poêle encore fonctionnel, et à travers la porte entr'ouverte de la chambre, elle aperçut un lit double avec des draps propres. Adébayo était assis dans le seul fauteuil de la pièce, plongé dans la lecture d'un gros livre. Quand Yétinde entra, il leva les yeux et referma le livre. Elle remarqua qu'il s'agissait d'un ouvrage sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, un livre qu'elle ne s'attendrait pas à voir lire par un ancien détenu violent. Il se leva, et Yétinde fit automatiquement un pas. Son instinct de survie la hurlait, mais Adébayo leva simplement les mains en signe d'apaisement et dit « J'ai préparé la chambre pour toi, dors dans le lit, je dormirai ici, dans le fauteuil. » Yétinde cligna des yeux, surprise, et dit non, qu'elle pouvait dormir dans le fauteuil. Mais Adébayo secoua la tête et déclara d'un ton ferme, sans hésiter « Tu es ma femme officiellement, je dois donc te respecter, et le respect, c'est que tu es le lit. » Puis il prit un vieil oreiller et une fine couverture et s'installa dans le fauteuil sans un mot de plus. Yétinde resta là un long moment, sans savoir que faire ni que dire, car la situation était totalement inattendue. Elle entra dans la chambre et ferma la porte, sans la verrouiller. Une intuition lui disait que ce n'était pas nécessaire. Allongée sur le lit, tout habillée, trop tendue pour se déshabiller, elle fixa le plafond, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé ces dernières 48 heures. Elle avait épousé un inconnu, un criminel. Sa grand-mère subissait une opération à haut risque le lendemain. Et elle se trouvait dans un appartement inconnu, quelque part à Ibadan. Malgré la peur et l'incertitude, malgré l'absurdité de la situation, elle se sentait étrangement en sécurité dans cette petite chambre, avec cet homme imposant de l'autre côté de la porte, celui qui lui avait promis de ne pas lui faire de mal. Finalement, épuisée par le stress et l'émotion, Yétinde s'endormit. Elle se réveilla à l'odeur de nourriture. C'était tôt le matin, la faible lumière de l'aube filtrait par la petite fenêtre de sa chambre. Yétinde se leva, confuse, et quitta la pièce. Dans la cuisine, Adébayo préparait des œufs et du pain. Il la regarda et dit « Je pensais que tu avais besoin de manger quelque chose avant d'aller à l'hôpital », et posa une assiette simple mais copieuse sur la table. Yétinde s'assit, encore un peu sous le choc, et mangea en silence tandis qu'Adébayo, appuyé contre l'évier, la regardait. Elle finit par demander, la voix encore rauque de sommeil « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Adébayo resta silencieux un long moment avant de répondre. « Parce que je sais ce que c'est que d'être forcé de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Je sais ce que c'est que d'être traité comme un objet, comme un outil au service des plans des autres. Et j'ai décidé il y a longtemps que je ne ferai jamais ça à personne, quoi qu'il m'arrive. » Et il y avait tant de douleur dans ces mots, tant d'histoires tues, que Yétinde sentit une oppression dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour en demander plus, mais Adébayo avait déjà saisi les clés et dit « Je t'emmène à l'hôpital, l'opération de ta grand-mère est bientôt. » Et ils partirent ensemble par cette fraîche matinée, et pour la première fois depuis le début, Yétinde se sentit un peu moins seule. L'opération de grand-mère Abeni dura 6 heures, 6 longues et pénibles heures durant lesquelles Yétinde, assise dans la salle d'attente de l'hôpital, se rongeait les ongles jusqu'au sang. Pendant tout ce temps, Adébayo restait à ses côtés, silencieux la plupart du temps, mais présent, solide, réel. À un moment donné, Yétinde se mit à pleurer à chaudes larmes, submergée par le stress et la peur de perdre sa grand-mère. Elle sentit Adébayo prendre sa main, cette grande main calleuse, et la serrer fermement, sans rien dire, car il n'y avait rien à dire, juste être là. Yétinde lui serra la main en retour et pleura sur l'épaule de cet inconnu qu'était son mari. Et il la laissa faire, il la laissa simplement pleurer. Lorsque le médecin sortit enfin du bloc opératoire et annonça que l'opération avait été un succès, que grand-mère Abeni était stable et allait se rétablir, Yétinde sentit ses jambes flancher et se serait effondrée si Adébayo ne l'avait pas retenue. Elle riait et pleurait à la fois, hystérique de soulagement, et Adébayo sourit. C'était la première fois. La première fois qu'elle le voyait sourire, un petit sourire triste mais sincère, qui transforma complètement son visage, le rendant plus jeune, plus humain, moins effrayant. Ils rentrèrent à l'appartement ce soir-là, et quelque chose avait changé entre eux. Une barrière invisible commençait à se fissurer. Yétinde leur prépara du thé, et ils s'assirent à la petite table en bois. Elle finit par poser la question qui la taraudait depuis leur rencontre. « Que as-tu vraiment fait pour te retrouver en prison ?» Adébayo resta silencieux si longtemps que Yétinde crut qu'il ne répondrait pas.
Puis il prit la parole, d'une voix basse et maîtrisée. Il raconta qu'il y a 5 ans, il travaillait comme agent de sécurité dans une boîte de nuit à Lagos. C'était un travail honnête, il payait ses factures, aidait sa mère qui vivait dans un village de l'état d'Ekiti. Tout allait bien jusqu'à cette nuit où 3 hommes ivres, fils de politiciens influents, tentèrent d'enlever de force une jeune serveuse. La jeune fille pleurait, implorant de l'aide, et Adebayo intervint. Il essaya de les séparer pacifiquement, mais ils l'attaquèrent les premiers, et Adebayo se défendit. Le problème, c'est qu'Adebayo avait appris à se battre dans la rue. En grandissant, il était devenu trop doué pour ça, et il a blessé 3 hommes, les a gravement blessés. L'un d'eux avait la mâchoire fracturée, un autre des côtes cassées, le troisième une commotion cérébrale sévère. Et parce que ces hommes étaient fils de gens influents, qu'ils avaient de l'argent, des relations et des avocats coûteux, l'histoire a été montée contre Adebayo. La serveuse a été payée pour mentir et dire qu'Adebayo avait attaqué sans raison, des témoins ont été corrompus ou menacés, et finalement Adebayo a été reconnu coupable de voies de faits graves et de tentatives de meurtre, condamné à 5 ans dans l'une des pires prisons du Nigeria, 5 années d'enfer pour avoir fait ce qui était juste. Yétinde écoutait, sous le choc, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand Adebayo eut fini de raconter son histoire, quand il la regarda de ses yeux fatigués, s'attendant à y voir de la peur, du dégoût ou un jugement, il vit tout autre chose. Il vit de la colère contre lui-même, contre l'injustice de ce qui s'était passé. Yétinde dit, la voix tremblante d'émotion, « Tu n'es pas un criminel, tu es un héros puni pour avoir fait ce qui était juste. » Adebayo secoua la tête et dit, « Je ne suis pas un héros, Yétinde, je suis juste un homme qui a commis l'erreur de naître pauvre dans un pays où c'est le pire des crimes. » Et il y avait tant de vérité amère dans ces mots que Yétinde ne put le contester. Ils restèrent assis en silence après cela, mais c'était un silence différent, plus apaisant, plus intime. Et lorsqu'ils s'endormirent ce soir-là, Adebayo de nouveau dans le fauteuil et Yétinde dans le lit, elle eut pour la première fois l'impression que peut-être, juste peut-être, ce mariage forcé pouvait devenir une sorte de véritable partenariat, comme si elle avait peut-être trouvé un allié au lieu d'un ennemi. Les 3 jours suivants s'écoulèrent selon une étrange routine. Yétinde passait ses matinées et ses après-midi à l'hôpital avec sa grand-mère Abeni, qui se rétablissait bien, et ses soirées à l'appartement avec Adebayo. Ils parlaient de plus en plus, partageant des anecdotes de leur vie. Yétinde lui raconta la mort de sa mère, son enfance difficile mais pleine d'amour auprès de sa grand-mère, et son rêve d'ouvrir un jour son propre atelier de couture et de confectionner de belles robes pour les femmes de toute la ville. Adebayo lui parla de son enfance dans un petit village pauvre, de la mort de son père lorsqu'il avait 12 ans et de son départ pour Lagos afin de travailler et d'envoyer de l'argent à sa mère. De la façon dont la prison l'avait changé, endurci, mais pas détruit. Un lien se tissait entre eux, quelque chose d'inattendu et de fragile, mais de réel, et Yétinde réalisa avec surprise et une pointe d'appréhension qu'elle commençait à apprécier Adebayo, non seulement comme une personne, mais pour quelque chose de plus profond. Elle aimait la façon dont il l'écoutait attentivement lorsqu'elle parlait, la façon dont il ne cherchait jamais à la toucher. Sans permission, dans la façon dont il cuisinait pour elle chaque matin même lorsqu'il était visiblement fatigué, dans les rares petits sourires qu'il esquissait lorsqu'elle disait quelque chose de drôle. Et elle remarqua aussi dans la façon dont il la regardait, avec cette intensité calme et attentive, qu'il ressentait peut-être quelque chose de similaire. Le 4e jour, un événement changea tout. Yétinde était à l'hôpital avec sa grand-mère Abeni, qui allait déjà beaucoup mieux. Assise sur le lit, elle parlait normalement lorsque sa grand-mère lui demanda soudain, « Où est ton mari, ma fille ?» Yétinde se figea, car elle n'avait rien dit à sa grand-mère au sujet du mariage. Elle avait complètement évité d'aborder le sujet. Mais grand-mère Abeni n'était pas naïve. Elle avait observé la complicité entre Yétinde et Adebayo. Elle avait remarqué la simple bague qui ornait désormais le doigt de Yétinde, elle avait compris. Yétinde tenta de se justifier, mais sa grand-mère leva la main et dit, « Ne me mens pas, ma fille, je suis trop vieille pour les mensonges. Qu'est-ce que ta tante Folachade t'a fait ?» Et ce fut comme si un barrage avait cédé. Yétinde raconta tout, l'accord, le mariage forcé avec Adebayo en échange de l'argent de l'opération, qu'Adebayo n'était pas celui que tout le monde croyait, sa bonté, sa vulnérabilité et son honnêteté si touchante qu'elle en était douloureuse. Quand elle eut fini de raconter son histoire, elle se remit à pleurer. Grand-mère Abeni avait les larmes aux yeux elle aussi. Elle prit le visage de Yétinde entre ses mains tremblantes et dit, « Ma pauvre fille, ce que ma sœur t'a fait est impardonnable, elle t'a vendue comme du bétail. » Puis, elle ajouta quelque chose qui glaça le sang de Yétinde. « Mais le pire, c'est que je crois savoir pourquoi elle a fait ça, et ça n'a rien à voir avec des faveurs ou des arrangements. C'est lié à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, quelque chose que je croyais enterré à jamais. » Yétinde essuya ses larmes et demanda à sa grand-mère ce qu'elle voulait dire. Abeni ferma les yeux un long moment, comme pour rassembler son courage avant de raconter une histoire douloureuse. Puis elle prit la parole.
Elle raconta que 25 ans auparavant, Folachad, alors âgée de 18 ans, était tombée amoureuse d'un garçon pauvre du village. Un garçon honnête et travailleur, mais sans famille, sans nom, sans argent. Les parents d'Abni et de Folachad, les grands-parents de Yétinde, décédés des années plus tôt, s'étaient opposés à cette union. Ils avaient exigé que Folachad épouse un homme riche, capable d'élever la famille, un homme de bonne réputation. Mais Folachad était têtue. Elle tomba enceinte de ce garçon volontairement, pensant que cela forcerait ses parents à accepter le mariage. Mais le pire arriva. Ses parents l'enfermèrent dans une pièce pendant des mois, cachant sa grossesse à toute la communauté. Et lorsque le bébé naquit, un petit garçon en pleine santé qui pleurait, on l'arracha des bras de Folachad avant même qu'elle ait pu le prendre dans ses bras, en lui annonçant qu'il était mort le matin. Cette naissance, celle d'un enfant mort-né, fut une tragédie. Folachad y crut pendant des années, car elle était jeune et innocente, et parce que ses propres parents en avaient juré la vérité. Mais sa grand-mère Abeni connaissait la vérité. Elle avait assisté à l'accouchement, elle avait vu le bébé vivant et pleurer, et elle avait vu leur père, le grand-père de Yétinde, l'emmener par une nuit pluvieuse. Plus tard, lorsqu'Abni demanda ce qu'il était advenu de l'enfant, son père répondit qu'il l'avait confié à une famille d'une autre ville, une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant, afin que le bébé ait une vie meilleure ainsi. Abeni, trop lâche et trop jeune pour s'opposer à son père, ne révéla jamais la vérité à Folachad. Yétinde était sous le choc. Elle murmura, « Tante Folachad a eu un enfant, et les grands-parents l'ont confié à une autre famille. » Grand-mère Abeni hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage ridé. Elle dit, « J'ai porté ce fardeau de culpabilité pendant 25 ans. Je n'ai jamais eu le courage de le dire à ma sœur, car j'avais peur qu'elle ne me pardonne jamais. Et tu dois comprendre, Yétinde, qu'après cela, Folachad a changé. Elle est devenue dure, froide, calculatrice. Elle a épousé ce riche homme d'affaires non par amour, mais par intérêt, pour l'argent, pour le pouvoir. Elle est devenue tout ce que nos parents voulaient qu'elle soit, mais quelque chose en elle est mort le jour où on lui a pris le bébé. » Puis grand-mère Abeni serra le bras de Yétinde et prononça des mots qui figèrent le monde de Yétinde sur place. Elle dit, « Et je pense, je le soupçonne, mais je n'en suis pas sûre, que le jeune homme que ta tante aimait, le père de cet enfant, s'appelait Okonko. » Le nom résonna dans la tête de Yétinde comme le tonnerre, Okonko, le nom de famille d'Adébayo. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa grand-mère poursuivit, « Je ne sais pas si Adébayo est ce bébé. Je ne sais pas si ta tante l'a découvert et a arrangé ce mariage à cause de cela. Je ne sais pas si c'est une façon malsaine de réparer les torts du passé ou de se venger. Je n'en sais rien, mais Yétinde, tu dois faire attention, car si ta tante joue le jeu que je soupçonne, alors toi et Adébayo êtes des pions sur un échiquier bien plus dangereux que tu ne l'imagines. » Et Yétinde sortit en courant de la chambre d'hôpital, le cœur battant la chamade. Elle avait besoin de parler à Adébayo, elle avait besoin de lui dire la vérité. Mais lorsqu'elle arriva à l'appartement, il n'était pas là. Il n'y avait qu'un mot sur la table, écrit de sa main ferme et anguleuse. « J'ai dû m'occuper d'une urgence, je serai de retour ce soir, ne t'inquiète pas, ah. » Mais Yétinde était au-delà de l'inquiétude, elle était dans une sorte de... Elle était en pleine crise existentielle, et c'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. C'était Folachad. Sa voix au téléphone était complètement différente d'avant. Elle n'avait plus cette fausse douceur, elle était froide, tranchante comme un rasoir. Elle dit, « Yétinde, ma chère nièce, j'espère que tu profites bien de ta nouvelle vie de jeune mariée. » Il y avait quelque chose de cruel dans la façon dont elle insistait sur le mot « mariée ». Yétinde essaya de garder son calme et demanda ce que sa tante voulait, et Folachad rit, un rire bas et amer. Elle dit, « Je veux que tu fasses exactement ce que je vais te dire, et si tu ne le fais pas, si tu hésites ne serait-ce qu'une seconde, je ferai en sorte personnellement que ta chère grand-mère Abeni ne quitte jamais cet hôpital. Tu comprends ?» Le sang de Yétinde se glaça. Elle murmura oui, et Folachad poursuivit. « Ce soir, quand Adébayo rentrera, tu mettras ça dans sa nourriture ou sa boisson. » Elle décrivit une petite enveloppe qui attendrait Yétinde dans la boîte aux lettres de l'immeuble, une poudre blanche qui plongerait Adébayo dans l'inconscience pendant plusieurs heures, suffisamment longtemps pour que des connaissances de Folachad puissent l'atteindre. Elle enverrait quelqu'un le chercher, et avant même que Yétinde puisse demander pourquoi, avant même qu'elle puisse protester, Folachad lança d'une voix si venimeuse qu'elle semblait brûler le fil téléphonique. « Cet homme que tu as épousé, cet ancien détenu que tu commences sans doute à trouver beau et gentil, il n'est pas celui que tu crois, il est bien pire, et si tu ne fais pas ce que je te dis, non seulement ta grand-mère mourra, mais tu découvriras aussi de la manière la plus douloureuse qui soit que certains ne sont nés que pour détruire, et Adébayo Okonko est de cela. » Puis elle raccrocha avant que Yétinde n'ait pu répondre. Yétinde resta là, le téléphone à la main, tremblante, la tête qui tournait sous le choc des révélations. Sa tante avait un fils qui lui avait été enlevé. Ce fils était peut-être Adébayo.
Sa tante voulait maintenant qu'elle drogue Adebayo et le livre à des inconnus. Rien de tout cela n'avait de sens, ou plutôt, c'était d'une logique terrible et déformée que Yetinde ne parvenait pas à saisir. Les jambes tremblantes, elle descendit à la boîte aux lettres et là, elle la trouva, une petite enveloppe brune, sans inscription. À l'intérieur, un petit sachet en plastique contenant une fine poudre blanche. Yetinde remonta à l'appartement et s'assit dans le fauteuil où Adebayo dormait chaque nuit, serrant l'enveloppe contre elle, la fixant comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Les heures s'écoulèrent lentement, le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rouge à travers la petite fenêtre, et Yetinde prit une décision. Elle n'obéirait pas à sa tante, quelles qu'en soient les conséquences. Elle ne trahirait pas Adebayo. Elle ne pouvait pas après l'avoir connu, après avoir vu qui il était vraiment. Mais elle ne pouvait pas non plus. Elle ne pouvait pas simplement ignorer les menaces de Folashad contre sa grand-mère. Il lui fallait donc un plan, et vite. Quand Adebayo revint enfin, la nuit tombait. Il entra dans l'appartement, l'air épuisé, les vêtements sales et une petite coupure au visage. Yetinde se leva d'un bond et lui demanda ce qui s'était passé. Adebayo esquissa un sourire fatigué et dit « Rien de grave, j'ai juste eu un problème avec la prison. Un des gardiens qui m'a rendu la vie impossible là-bas essaie encore de me piéger. Je suis allé au commissariat pour éclaircir la situation avant que ça ne dégénère. » La désinvolture avec laquelle il parlait de devoir constamment prouver son innocence, de vivre dans la crainte permanente, serra le cœur de Yetinde. Elle comprit alors qu'Adebayo ne mènerait jamais une vie normale, pas après avoir été marqué au fer rouge, pas dans ce pays corrompu, où une fois étiqueté comme criminel, on porte cette marque à jamais, comme un fer rouge sur la peau. Et elle pensa qu'il ne méritait rien de tout cela, qu'il était juste un homme bon, victime du malheur d'être né sans défense dans une société qui écrase les plus faibles. Ils dînèrent ensemble comme les soirs précédents, un simple riz et un ragoût préparés par Adebayo. Tout au long du repas, Yetinde était déchirée intérieurement. Une partie d'elle hurlait de tout lui raconter, la poudre, les menaces, les révélations de sa grand-mère concernant le bébé perdu de Folashad. Mais l'autre partie avait peur que tout cela n'empire, que cela ne mette Adebayo encore plus en danger. Alors elle garda le silence, poussant la nourriture dans son assiette, peinant à manger. Adebayo le remarqua, bien sûr. Il lui demanda si elle allait bien, et Yetinde mentit, disant qu'elle était juste fatiguée, toujours inquiète pour sa grand-mère. Il l'accepta parce qu'il lui faisait confiance, et cette confiance lui donnait l'impression d'être poignardé de l'intérieur. Après le dîner, ils s'assirent au salon, et Adebayo fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il passa lentement un bras autour des épaules de Yetinde, lui laissant le temps de se dégager si elle le souhaitait. Mais elle ne se dégagea pas. Elle se blottit contre lui. Il se pressa contre cette poitrine solide et chaude, et ils restèrent ainsi longtemps, en silence, existant simplement ensemble. Yetinde pensa qu'il pourrait rester ainsi pour toujours, dans cette bulle protectrice où le monde extérieur, avec ses complots et ses dangers, n'existait pas. Mais le monde extérieur ne leur laissait pas la paix, car à 11 heures du soir, le téléphone de Yetinde sonna de nouveau. C'était Folashad, sa voix froide et impatiente. Elle demanda à Yetinde si elle avait obéi, et Yetinde, Adebayo assis juste à côté d'elle, répondit doucement que oui, Adebayo dormait. Le mensonge lui vint trop facilement, et Folashad dit « Parfait, les gens que j'envoie arriveront dans 1 heure. Tu laisseras la porte ouverte, tu resteras dans la chambre et tu n'interviendras pas. Quoi que tu entendes, compris ?» Et Yetinde répondit encore oui, un autre mensonge, et raccrocha. Adebayo la regarda et lui demanda qui appelait, et Yetinde répondit que c'était l'hôpital, juste un simple message de routine concernant sa grand-mère. Elle vit l'inquiétude immédiate sur son visage, car il se souciait de la grand-mère de Yetinde même s'il ne l'avait jamais rencontrée. Il tenait à elle parce qu'elle comptait pour Yetinde, et tout ce qui comptait pour elle comptait aussi pour lui, et cela. La décision de Yetinde se figea comme du béton. Elle allait protéger cet homme, quel qu'en soit le prix. Elle dit à Adebayo qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se coucher. Il acquiesça et dit qu'il revenait tout de suite, qu'il allait juste prendre une douche rapide. Yetinde alla dans la chambre et s'assit sur le lit, le cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle avait 1 heure, 60 minutes, pour élaborer un plan. Elle pensa à s'enfuir avec Adebayo, mais où aller? Il n'avait pas d'argent, nulle part où aller. Elle pensa à appeler la police, mais que pouvait-elle faire? Déclarer que sa tante essayait d'enlever son mari, sur quelle preuve se fondait-elle? Un coup de téléphone qu'elle pourrait facilement démentir. Elle pensa à réveiller les voisins, mais cela les mettrait eux aussi en danger. Puis elle pensa à la seule chose qui pourrait fonctionner, quelque chose de désespéré et de dangereux, mais possible. Elle ferait semblant d'avoir drogué Adebayo, éteindrait les lumières de l'appartement, placerait des oreillers sous la couverture en forme de corps, et lorsque les gens de Folashad arriveraient, elle gagnerait du temps, suffisamment de temps pour qu'Adebayo comprenne ce qui se passait et s'échappe par la fenêtre arrière.
Mais son plan s'effondra avant même d'avoir commencé. Quand Adebayo sortit de la douche et alla s'allonger dans le fauteuil comme à son habitude, Yétinde remarqua quelque chose de terrible. Elle avait laissé l'enveloppe contenant la poudre sur la table, oubliée-la à l'arrivée d'Adebayo, distraite par la coupure sur son visage. Adebayo examinait maintenant l'enveloppe, la tenant, la scrutant. Son regard se posa sur Yétinde, et elle y vit quelque chose d'inédit, de froid, de calculateur et de dangereux. D'une voix très calme, trop calme même, il demanda « Qu'est-ce que c'est, Yétinde ?» Elle se figea, la bouche sèche, incapable de prononcer un mot. Adebayo ouvrit l'enveloppe, vit la poudre et comprit aussitôt pourquoi un homme ayant passé 5 ans en prison reconnaissait une drogue au premier coup d'œil. Il dit « C'est du rohypnol, la drogue du viol, aussi utilisée pour neutraliser les victimes avant les enlèvements. » Et il regarda Yétinde avec une expression mêlant trahison et tristesse. Il a demandé « Tu allais me droguer ?» Ce n'était pas vraiment une question. C'était un constat, et Yétinde s'est mise à pleurer et à parler en même temps, les mots jaillissant dans un torrent désespéré. Elle lui raconta tout, les liens de Folachad, les menaces qui pesaient sur sa grand-mère, les gens qui venaient chercher Adebayo, l'histoire du bébé perdu et son lien possible avec tout cela, son refus d'obéir à sa tante, ses efforts pour le protéger. Tout cela jaillit dans un flot chaotique de paroles, entre deux sanglots. Lorsqu'elle eut terminé, elle tremblait, s'attendant à la colère d'Adebayo, à ce qu'il la traite de traîtresse et s'en aille. Mais il fit tout autre chose. Il s'agenouilla devant elle, prit son visage entre ses grandes mains et dit « Je te crois ». 3 mots simples qui brisèrent et guérirent Yétinde à la fois. Il poursuivit « Je crois que tu ne me ferais pas de mal, je crois que tu essayais de me protéger à ta manière, si confuse soit-elle. Mais maintenant, il faut agir vite, car si ta tante envoie des gens ici, le temps nous est compté. » Et la façon dont il a dit « Nous devons le faire », l'incluant automatiquement et faisant d'eux une équipe, a fait réaliser à Yétinde qu'elle était complètement amoureuse de cet homme. C'était arrivé sans qu'elle s'en rende compte, elle était tombée éperdument amoureuse d'un ancien détenu que tout le monde disait dangereux, mais qui était en réalité la personne la plus gentille et la plus forte qu'elle ait jamais rencontrée. Adebayo se leva et se mit à arpenter la pièce, réfléchissant rapidement. Il expliqua qu'il ne pouvait pas fuir car Folachad avait manifestement des ressources et des relations, et qu'elle finirait par les retrouver. Il ajouta qu'il ne pouvait pas simplement affronter les hommes qui arrivaient car Adebayo était en liberté conditionnelle et que toute violence, même en légitime défense, le renverrait en prison. Il leur fallait donc une stratégie plus astucieuse, et c'est Yétinde qui eut l'idée. Elle dit « Et si on inversait les rôles ? Et si on donnait à ma tante exactement ce qu'elle veut, mais d'une manière qui nous donne un avantage ?» Adebayo la regarda avec curiosité, et Yétinde expliqua. Elle dit qu'Adebayo pourrait faire semblant d'être drogué, que les hommes de Folachad pourraient l'emmener, mais que Yétinde les suivrait, cachés, et documenterait tout, enregistrerait tout sur son téléphone, rassemblerait des preuves des plans de Folachad, et qu'alors ils auraient un moyen de pression, quelque chose à utiliser contre elle. Adebayo secoua d'abord la tête, disant que c'était trop dangereux, qu'il se mettrait dans une situation délicate. Yétinde était en danger, mais elle a insisté, disant que c'était leur seule chance, et finalement, à contre-cœur, il a accepté. Ils agissaient vite. Adebayo s'allongea sur le lit et ils mirent la chambre sens dessus-dessous pour faire croire à une bagarre. Verre cassé, chaise renversée. Suffisamment convaincant, Yétinde cacha son téléphone en mode enregistrement continu dans son soutien-gorge, espérant que la batterie tiendrait le coup. Puis elle se cacha dans la petite armoire de la chambre, laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir observer. À 23h57, 3 minutes avant l'heure prévue, ils entendirent de lourds pas monter l'escalier, plusieurs pas, plus de 2 personnes, peut-être 5 ou 6. La porte de l'appartement, que Yétinde avait laissé déverrouiller comme Folachad le lui avait ordonné, s'ouvrit avec un grincement inquiétant et des voix d'hommes chuchotèrent. Yétinde pouvait voir à travers l'entrebâillement de l'armoire. 3 hommes costauds entrèrent dans la pièce. L'un d'eux alluma une lampe torche et la pointa sur Adebayo, immobile sur le lit. Un autre prit son pouls et dit « Il est mort, allons-y ». Ils s'emparèrent brutalement d'Adebayo, 2 d'entre eux le tenant par les bras et un autre. Ils le saisirent par les jambes et commencèrent à l'emporter. Et à la dernière seconde avant de partir, l'un des hommes jeta un coup d'œil autour de la pièce, et Yétinde retint son souffle, pensant qu'elle avait été découverte, mais l'homme se contenta de grogner de satisfaction et partit. Et Yétinde attendit alors, compta jusqu'à 100 sur ses doigts pour s'assurer qu'ils étaient partis, puis sortit de l'armoire et les suivit. La nuit était sombre et humide, de cette obscurité si dense qu'à la gosse même les réverbères semblaient noyés sous l'air. Yétinde vit les hommes installés Adebayo à l'arrière d'une camionnette noire banalisée. Elle courut au moment où le véhicule démarra, réussissant à sauter et à s'agripper à l'arrière. Un petit rebord lui permit de prendre appui, et elle s'accrocha de toutes ses forces tandis que la camionnette filait à toute allure dans les rues défoncées d'Ibadan. Chaque secousse menaçait de la faire tomber sur l'asphalte.
Le vent lui fouettait le visage. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. Ses bras commençaient déjà à trembler, mais elle ne lâcherait pas prise. Elle ne laisserait pas Adebayo affronter seul ce qui l'attendait. La camionnette roula pendant ce qui lui parut des heures, mais qui ne dura probablement que 40 minutes, quittant la ville, empruntant des chemins de terre, se dirigeant vers un endroit isolé. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un grand hangar isolé, entouré d'arbres. Yetinde lâcha prise et roula derrière un buisson, tout son corps douloureux, ses mains ensanglantées à force de s'être agrippées si forte à la tôle de la camionnette. Elle vit les hommes emmener Adebayo dans la remise, puis elle rampa plus près et découvrit une fenêtre brisée sur le côté du bâtiment d'où elle pouvait voir et entendre. À l'intérieur, la remise était vide, à l'exception de quelques vieilles chaises et d'une table, et attachée à l'une des chaises. Non, ce n'était pas possible. Yetinde se frotta les yeux, se demandant si elle n'avait pas halluciné, mais non. Attaché à cette chaise, la bouche bâillonnée, se trouvait un homme âgé, peut-être une cinquantaine d'années, aux cheveux gris, au visage maigre et fatigué, qui regardait Adebayo avec de grands yeux emplis d'un mélange de reconnaissance et d'horreur. Les hommes qui avaient amené Adebayo l'avaient placé sur une chaise devant lui et l'avaient attaché lui aussi. Même s'il le croyait inconscient, il ne voulait pas prendre de risques. Puis l'un des hommes passa un coup de fil, mit le haut-parleur, et la voix de Folashad emplit la remise. Elle dit « C'est fait », et une seconde voix, masculine et rauque, répondit « Oui, c'est fait. Après 25 ans, c'est enfin terminé. » Et cette voix masculine avait une étrange qualité émotionnelle, entre satisfaction et profonde tristesse. Folashad prononça alors des mots qui figèrent Yetinde sur place. « Adebayo Okonkwo, même inconscient, tu mérites de connaître la vérité avant de mourir. Tu es mon fils, le bébé qu'on m'a arraché à 18 ans. J'ai passé 25 ans à te chercher, dépensé des fortunes en enquêteurs, corrompu des fonctionnaires d'hôpital et d'état civil, épluché des registres d'adoption illégale, et finalement, il y a 2 ans, je t'ai retrouvé. Je t'ai retrouvé à la prison de Kirikiri, où tu purgeais une peine pour un crime que tu n'avais pas commis. » Il y avait tant de venin dans sa voix, tant de ressentiments accumulés pendant des décennies, que Yetinde en eut la nausée. Folashad poursuivit. « Alors j'ai conçu un plan pour te faire souffrir comme j'ai souffert, pour te priver de toute chance de bonheur. Ils me l'ont pris, j'ai arrangé ton mariage avec mon idiote de nièce, cette pathétique Yetinde, sachant qu'à la fin je vous détruirais tous les deux, sachant que tu connaîtrais quelque chose qui ressemble à l'amour pour ensuite le voir arraché de la manière la plus brutale. » Et en entendant son propre nom prononcé avec un tel mépris par sa propre tante, Yetinde se mordit la lèvre pour ne pas crier. La voix masculine au téléphone se fit alors entendre. « Folashad, mon amour, en es-tu sûre? Es-tu certaine de vouloir aller jusqu'au bout ?» Folashad laissa échapper un rire vide, brisé. Elle répondit. « Shindu, mon cher époux, qui me supporte depuis 15 ans sans connaître la véritable raison de notre mariage. Oui, j'en suis sûre. Ce garçon ligoté, cet Adebayo, n'est pas vraiment mon fils, du moins pas au sens où je l'entends. Il n'est qu'un rappel vivant des pires moments de ma vie, et les souvenirs douloureux doivent disparaître. » C'est à cet instant que Yetinde comprit que sa tante n'était pas seulement vindicative ou amère. Elle était complètement folle, brisée d'une manière peut-être irrémédiable. Son plan était de tuer Adebayo, c'était clair maintenant, de l'emmener dans cet endroit isolé et de le faire disparaître, et probablement de faire de même avec l'homme plus âgé qui était ligoté, que Yetinde comprenait maintenant comme étant le père biologique d'Adebayo, l'homme que Folashad avait aimé et haï à parts égales. Si vous avez regardé jusqu'ici, aidez cette chaîne à atteindre 1000 abonnés. C'est un cap important qui changera tout pour nous. Cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant, ça ne prend qu'une seconde, et laissez un commentaire pour nous dire si vous pensez que Yetinde devrait essayer de sauver Adebayo ou si elle devrait s'enfuir et appeler à l'aide. Je lis tous les commentaires, promis. Continuons, car le plus intense arrive. Yetinde, observant tout ce qui se cachait derrière cette fenêtre brisée, savait qu'elle devait agir, mais comment? Elle était une couturière de 23 ans face à au moins 4 hommes grands et armés. Elle chercha désespérément du regard quelque chose qui pourrait lui servir d'arme ou de diversion. Et c'est alors qu'elle aperçut, appuyé contre le mur extérieur du hangar, un vieux bidon d'essence, probablement oublié là par un ouvrier. Une idée folle et dangereuse commença à germer dans son esprit. Elle n'avait pas le temps de réfléchir au risque, seulement d'agir. Yetinde prit le bidon et le secoua. À moitié plein, il était assez lourd. Elle le porta silencieusement jusqu'à la porte d'entrée du hangar, le cœur battant si fort qu'elle était certaine que tout le monde à l'intérieur pouvait l'entendre. Elle commença à verser l'essence sous la porte, traçant une traînée. Ses mains tremblaient tellement que la moitié du liquide se répandit sur le sol autour d'elle, mais elle continua. Quand le bidon fut presque vide, elle sortit le briquet bon marché qu'elle gardait toujours dans sa poche, une habitude de sa grand-mère, qui fumait occasionnellement, et prit une grande inspiration. Elle hurla de toutes ses forces, « OFEU ! Le hangar est en feu !
et alluma le briquet sur la traînée d'essence. Les flammes se propagèrent instantanément, grimpant le long de la vieille porte en bois sec. À l'intérieur du hangar, elle entendit des cris, de la confusion, des hommes courant vers la porte. Dans le chaos, Yetinde courut au fond du hangar, trouva une autre porte, plus petite et verrouillée. Elle ramassa une grosse pierre et brisa la serrure de toutes ses forces, ignorant la douleur à ses poignets. Elle se précipita à l'intérieur, la fumée commençant déjà à envahir la pièce. Adebayo était assis sur la chaise, mais ses yeux étaient désormais ouverts. Il n'était pas drogué, il ne l'avait jamais été. Il avait fait semblant tout ce temps, attendant, préparant son coup. Lorsqu'il aperçut Yetinde, ses yeux s'écarquillèrent et il secoua violemment la tête comme pour lui ordonner de partir, mais Yetinde l'ignora. Elle courut vers lui et se mit à défaire les nœuds des cordes. Ses doigts, exercés par des années de couture, trouvèrent les points faibles et tirèrent. Les cordes se desserrèrent. Adebayo se libéra et se précipita vers l'homme plus âgé, commençant lui aussi à le délier. C'est alors que l'un des hommes les plus corpulents revint, vit la scène et sortit un fusil. Yetinde n'hésita pas. Elle se jeta simplement devant Adebayo au moment précis où l'homme tira. Le bruit fut assourdissant dans l'espace confiné, et Yetinde sentit une douleur brûlante et aiguë lui déchirer l'épaule. La douleur vint ensuite, blanche et aveuglante. Elle tomba et Adebayo la rattrapa. Puis le vieil homme. Enfin libéré de ses liens, il saisit une vieille chaise et frappa le tireur par derrière avec une force surprenante pour son âge. L'homme perdit connaissance. Adebayo prit Yetinde dans ses bras. Elle saignait mais était consciente. Lui et l'homme plus âgé s'enfuirent par la porte de derrière. Les flammes avaient déjà atteint les murs latéraux de la remise, c'était l'enfer. Ils coururent dans la forêt environnante, les branches leur griffant le visage et les bras, et ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent suffisamment loin pour ne plus sentir la chaleur du feu. Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière. Adebayo déposa délicatement Yetinde au sol, la lumière de la plaine lui illuminant son visage pâle, marqué par la douleur et la perte de sang. Il déchira sa chemise et s'en servit pour faire un garrot sur son épaule, qu'il serra fermement. Ses mains tremblaient, elle ne l'avait jamais vu trembler. Il murmura à plusieurs reprises, « Tu es folle, complètement folle. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi t'es-tu mise en danger pour moi ?» Et Yetinde, malgré la douleur, malgré sa faiblesse, sourit et dit, « Parce que je t'aime, imbécile. » C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute, et ces mots transformèrent l'atmosphère entre eux. Adebayo cessa de travailler sur le garrot et la regarda simplement, puis il l'embrassa, un baiser désespéré et profond, empli de la peur de la perdre et du soulagement de la savoir en vie, et Yetinde lui rendit son baiser de toutes ses forces. L'homme plus âgé s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise, et ils se séparèrent. Adebayo le regarda vraiment pour la première fois, et l'homme dit d'une voix rauque, chargée d'émotion, « Je m'appelle Babatunde Okonkwo, et je suis ton père, Adebayo. » Adebayo resta figé, sous le choc, et Babatunde poursuivit. J'aimais ta mère, j'aimais Folachad de tout mon être, mais j'étais jeune et effrayée, et quand ses parents m'ont menacé de me tuer, de détruire ma famille, j'ai fui comme un lâche, et depuis 25 ans, je me hais pour ça. Je t'ai cherché, comme Folachad t'a cherché, mais elle m'a trouvé la première, il y a 6 mois, et elle m'a confié son plan de vengeance. J'ai essayé de l'arrêter, j'ai essayé de la raisonner, mais elle était irréfléchie, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis laissé emmener, espérant pouvoir te protéger le moment venu. Et il y avait tant de larmes sur le visage de cet homme. Tant de regrets, et Adebayo ne savait pas quoi ressentir. De la colère face à cet abandon, du soulagement d'avoir enfin des réponses, de la confusion face à tout cela. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Yetinde serra la main d'Adebayo et dit, « On pourra régler tout ça plus tard. Il faut qu'on parte d'ici et qu'on apporte l'enregistrement que j'ai fait aux autorités. » Elle lui montra le téléphone, qui enregistrait encore dans son soutien-gorge, et Adebayo la regarda avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Babatunde expliqua qu'elle connaissait un petit commissariat à environ 3 kilomètres de là, qu'elle avait une amie qui y travaillait, une personne honnête, rare mais qui existait. Ils se mirent en marche, Yetinde appuyée sur Adebayo, chaque pas lui causant une douleur atroce à l'épaule, mais elle serra les dents et continua d'avancer. Il leur fallut plus d'1 heure pour arriver, et lorsqu'ils atteignirent enfin le petit poste de police rurale, Babatunde appela son ami, le chef Emeka, et qu'ils écoutèrent l'enregistrement complet, les aveux de Folachad, les plans du meurtre, tout. Le chef pâlit et déclara que cela allait provoquer un énorme scandale car Folachad était marié à l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Lagos. Mais il allait faire ce qu'il fallait car c'était sa raison d'être. Une force de police implacable, pour protéger les innocents des puissants. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'hôpitaux, de commissariats et d'avocats. La blessure de Yetinde fut soignée, la balle l'avait traversée sans toucher d'organe vital.
Elle garderait une cicatrice, mais elle s'en sortirait. Folashad fut arrêtée alors qu'elle tentait de fuir le pays. Son mari, Shindu, divorça immédiatement et collabora avec l'enquête pour sauver sa peau. Tous ses employés devinrent témoins en échange de leur plaidoyer de culpabilité, et l'affaire fit sensation dans tout le pays. Tous les journaux en parlaient. Une femme d'affaires folle tente de tuer son propre fils dans une vengeance macabre, titraient les journaux. Et au milieu de ce cirque médiatique, des tribunaux et des témoignages, Yetunde et Adebayo restèrent ensemble, littéralement ensemble. Il ne la quitta pas à l'hôpital, dormait chaque nuit sur une chaise inconfortable à côté de son lit, lui tenait la main pendant les cauchemars qui commencèrent à la hanter après le traumatisme de la fusillade. Et lorsqu'elle a finalement pu sortir de l'hôpital, lorsqu'ils sont retournés dans ce petit appartement qui était devenu un véritable foyer, il a continué à prendre soin d'elle, changeant-les. Il soignait ses blessures, cuisinait pour elle, était patient lorsqu'elle était prise de crises de panique soudaine. Et Yetunde a compris que c'était le véritable amour, non pas l'amour romantique des films, mais l'amour réel, sale et difficile qui surgit lorsque tout s'écroule et que quelqu'un choisit malgré tout de rester. Grand-mère Abeni s'était complètement remise de l'opération, et lorsqu'elle apprit tout ce qui s'était passé, lorsqu'Yetunde lui raconta enfin chaque détail terrible, elle pleura pendant 3 jours d'affilée. Elle pleurait sa nièce adorée, devenue un monstre, elle pleurait d'avoir gardé le secret du bébé pendant tant d'années, elle pleurait le poids de la culpabilité qui la rongeait. Puis elle cessa de pleurer et fit quelque chose qui changea tout. Elle se rendit sur la tombe de ses parents, les grands-parents de Yetunde, décédés plus de 10 ans auparavant, et elle leur parla, elle leur cria dessus, elle leur dit tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant 25 ans, toute la haine et la colère qu'elle ressentait pour ce qu'ils avaient fait à Folashad, pour le bébé qu'ils avaient pris, pour la famille qu'ils avaient détruite. Et lorsqu'elle revint du cimetière, elle semblait plus légère, comme si elle s'était enfin libérée d'un fardeau immense. Elle regarda Yetunde et Adebayo, assis côte à côte sur le canapé de l'hôpital où elle était encore hospitalisée par précaution, et dit, « Vous deux, vous allez vous marier pour de vrai maintenant, pas ce faux mariage arrangé par ma sœur, mais un vrai mariage, avec amour, choix et avenir. » Adebayo regarda Yetunde et demanda, « Tu le veux ?» Ce n'était même pas une demande en mariage en bonne et due forme, c'était juste une question simple, directe et sincère, et Yetunde n'eut pas besoin de réfléchir, elle dit oui. Le procès de Folashad eut lieu 3 mois plus tard. Elle se présenta au tribunal vêtue de vêtements de luxe, mais elle était différente, comme diminuée, brisée. Ses yeux, jadis si froids et calculateurs, étaient désormais vides, comme si quelque chose d'essentiel s'était éteint en elle. Quand vint son tour de parler, lorsque le juge lui demanda si elle avait quelque chose à dire pour sa défense, Folashad garda le silence un long moment. Puis elle fixa Adebayo, assis dans la galerie près de Yetunde, et dit, « Je te regarde et je vois l'homme que j'ai aimé, l'homme qui m'a abandonné, et je te hais pour cela. Je sais que ce n'est pas ta faute, je sais que tu es la victime dans cette histoire, mais je n'arrive pas à te dissocier de lui, et ça me rend folle, littéralement folle. Je suis devenue celle que mes parents voulaient que je sois, dure, cruelle et puissante, et ce faisant, j'ai perdu tout ce qui faisait de moi une personne. » Puis elle regarda Yetunde et dit, « Toi, ma nièce, tu me rappelles ma sœur quand elle était jeune. Pleine d'espoir et d'un amour insensé, et je voulais détruire cela parce que te voir ainsi me montrait tout ce que j'avais perdu. » Et il y avait tant de venin mais aussi tant de douleur dans ces mots que Yetunde ne put ressentir de colère, seulement de la pitié, une pitié profonde et triste pour une femme si complètement brisée qu'elle ne savait plus que briser les autres. Folashad fut condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre, complot, enlèvement, une longue liste de crimes. Tandis que les gardes l'emmenaient, elle jeta un dernier regard en arrière et croisa celui de Yetunde. Un bref instant, il y eut dans ce regard quelque chose qui sembla être des excuses, puis elle se détourna et s'éloigna, et Yetunde ne la revit jamais. Ce sentiment était étrange, ce n'était pas vraiment du soulagement, plutôt une forme d'apaisement, comme la fin d'un chapitre terrible qu'on n'a jamais voulu lire mais qu'il faut pourtant terminer. Adebayo serra la main de Yetunde et ils quittèrent le palais de justice ensemble. Dehors, le soleil brillait d'une intensité excessive pour une journée aussi pesante, mais d'une certaine manière, cela semblait juste, symbolique, un nouveau départ. Babatunde, le père d'Adebayo, tenta de renouer des liens avec son fils. C'était difficile, étrange et souvent pesant, car comment rattraper 25 années perdues? Comment construire quelque chose à partir de rien quand on est 2 adultes, chacun avec sa propre vie et ses propres traumatismes? Mais ils essayèrent. Ils se retrouvaient pour un café une fois par semaine, parlant d'abord de choses futiles, la météo, le football, les actualités, et peu à peu, très lentement, ils commencèrent à aborder des sujets plus importants. Babatunde lui confia qu'il ne s'était jamais marié, qu'il n'y était jamais parvenu car il aimait toujours Folashad malgré tout, et que c'était tragique, au point qu'Adebayo avait envie de hurler. Son père avait gâché sa vie à aimer une femme qui le haïssait. Son père avait gâché sa vie à aimer une femme qui le haïssait. Et Adebayo décida à cet instant qu'il ne ferait jamais la même erreur.
Il ne laisserait jamais le passé lui voler son avenir. Il avait Yetinde maintenant. Il avait une chance de vivre quelque chose de vrai, et il allait s'y accrocher de toutes ses forces. Yetinde reprit son travail de couturière, mais les choses avaient changé. L'affaire avait fait grand bruit. Son nom, son histoire, tout le monde la connaissait. Certains la voyaient comme une victime, d'autres comme une héroïne. Grâce à l'argent restant des soins de sa grand-mère, aux économies d'Adébayo et à un petit prêt d'une banque qui, enfin, avait compris leur intérêt après toute cette médiatisation, Yetinde ouvrit son propre petit atelier. 3 machines à coudre dans une pièce louée au marché de Dugbe. Mais cet atelier lui appartenait, entièrement, et elle confectionnait de magnifiques robes pour des femmes modestes qui aspiraient à se sentir belles. L'activité prospéra, lentement mais sûrement, et pour la première fois de sa vie, Yetinde eut le sentiment de maîtriser son destin, de ne plus être une simple feuille emportée par le vent, mais de pouvoir choisir sa voie. Leur second mariage eut lieu 6 mois après le procès. Ce fut une cérémonie intime dans une église modeste. Grand-mère Abeni était là, bien sûr, le visage rayonnant de bonheur. Babatunde était présent, silencieux et ému. Quelques amis de Yetinde, rencontrés à l'atelier, quelques connaissances d'Adébayo, de l'époque où il travaillait comme agent de sécurité, rien d'extravagant, rien de coûteux, juste les personnes qui comptaient vraiment. Yetinde portait une robe qu'elle avait confectionnée elle-même, une simple robe blanche aux broderies délicates, qui lui avait demandé des semaines de travail. Et lorsqu'elle s'avança vers l'autel et vit Adébayo qui l'attendait, vêtu d'un costume ancien mais propre et repassé, les cheveux peignés en arrière, les yeux emplis d'une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler, elle se mit à pleurer, des larmes de joie cette fois, non pas de peur ou de douleur, mais d'une joie pure et intense. Et lorsque le pasteur lui demanda si elle acceptait cet homme comme époux, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, elle répondit oui d'une voix si forte et si claire qu'elle résonna dans toute l'église. Et quand Adébayo répondit oui à son tour, quand ils s'embrassèrent et que tous, elle applaudit, et Yetinde eut le sentiment qu'enfin, après une vie de lutte, de souffrance et de perte, elle avait trouvé sa place. Mais la vie n'est pas un conte de fées, n'est-ce pas? Et même avec une fin heureuse, les épreuves n'étaient pas sans difficulté. La première année de mariage fut difficile, non pas par manque d'amour, mais parce que l'amour seul ne suffit pas à payer les factures. L'atelier de Yetinde marchait bien, mais pas assez pour les sortir de la pauvreté. Adébayo retrouva du travail comme agent de sécurité, mais la stigmatisation liée à son passé de détenu signifiait qu'il gagnait moins que les autres, qu'il était toujours le premier suspect en cas de problème, et il y avait des nuits où il se disputait à propos d'argent, des factures, ou pour savoir si tout cela en valait la peine, des disputes violentes et douloureuses où des mots cruels étaient prononcés dans le seul but de blesser. Mais la différence entre eux et tant d'autres couples qui se séparent après de telles disputes, c'est qu'ils s'excusaient toujours ensuite, parlaient toujours de ce qui n'allait vraiment pas, se rappelaient toujours ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Et s'ils avaient survécu à une tentative de meurtre, à un complot et à une trahison familiale, alors ils pouvaient certainement survivre à la pauvreté et aux disputes d'argent. Et les choses s'améliorèrent peu à peu. Cela prit du temps, 2 ans, 3 ans, mais elles s'améliorèrent. L'atelier de Yetinde se développa suffisamment pour qu'elle puisse embaucher 2 aides-couturières, puis 4, puis 8, et en 5 ans, elle eut une véritable boutique avec une devanture, une enseigne et tout le reste. Ce n'était pas grand, mais ça marchait bien, et elle confectionnait des robes que les femmes d'Ibadan adoraient, des robes qui mêlaient les styles traditionnels Yoruba à des coupes modernes, qui permettaient aux clientes de se sentir à la fois connectées à leurs racines et contemporaines. L'entreprise prospéra encore davantage, et Yetinde engagea Adébayo pour l'aider à gérer les finances et la sécurité, car il était doué avec les chiffres. Il avait appris cela en prison, où il faut être malin pour survivre. Ils formèrent une véritable équipe, un véritable partenariat, au sens propre du terme. Grand-mère Abeni a vécu assez longtemps pour voir tout cela, pour voir Yetinde s'épanouir, pour voir naître sa première petite fille, une fille qu'elles ont également prénommée Abeni, en son honneur. Grand-mère tenait ce bébé dans ses bras, les larmes ruisselant sur son visage ridé, et dit « Je peux partir en paix maintenant, sachant que tu es bien, sachant que la génération suivante aura une vie meilleure que la nôtre. » Yetinde rit et dit que grand-mère serait encore là longtemps, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Elle le voyait bien à la façon dont grand-mère s'affaiblissait, se fatiguait. 6 mois après la naissance du bébé, grand-mère Abeni s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, sans souffrance. Yetinde pleura comme jamais auparavant, des larmes de chagrin mêlées de gratitude, car elle avait eu cette femme incroyable dans sa vie, elle l'avait aimée si profondément, un cadeau que peu de gens reçoivent. Les funérailles étaient immenses, on aurait dit que la moitié d'Ibadan était présente, car grand-mère Abeni était aimée de tous. Sage-femme pendant 40 ans avant de prendre sa retraite, elle avait mis au monde des centaines d'enfants, et tous ces bébés, devenus adultes, étaient venus lui rendre un dernier hommage. Yetinde écoutait, debout, les récits les uns après les autres, comment sa grand-mère avait aidé les gens, sauvé des vies, fait preuve de bonté en ces temps difficiles.
Elle comprit alors que l'héritage ne se mesurait ni à l'argent ni à la gloire, mais au nombre de vies qu'on a touchées, au nombre de personnes qui ont été meilleures grâce à notre présence. Ce jour-là, elle décida de vivre de la même manière, d'essayer d'être le genre de personne qui laisse le monde un peu meilleur qu'elle ne l'a trouvé. Babatunde était également présent aux funérailles. Il s'était intégré à la famille ces dernières années, discrètement mais sûrement, devenant grand-père pour la petite Abni, et enfin un père présent pour Adébayo, même si son arrivée fut tardive. Pendant la cérémonie, il s'approcha de Yétinde et lui dit « Ta grand-mère m'a pardonné, tu sais. Ces derniers mois, avant sa mort, nous avons beaucoup parlé, et elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais fugué quand j'étais jeune, qu'elle ne m'en voulait plus, et que ce pardon m'avait libéré d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Yétinde le serra dans ses bras et dit « Elle était comme ça. Elle comprenait que l'on fait tous des erreurs, que nous ne sommes que des êtres humains qui faisons de notre mieux. » Et ils restèrent là, enlacés, deux survivants d'une histoire qui aurait pu les détruire, mais qui, au contraire, les avait rendus plus forts. Avant de conclure, j'aimerais vous demander une chose. Si vous avez regardé jusqu'ici et que cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes tout près d'atteindre les 1000 abonnés, et chaque abonnement compte vraiment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quel passage vous a le plus marqué, ce que vous avez appris de Yétinde et Adébayo. Je lis tous les commentaires, promis, et ils me motivent à continuer de vous faire partager des histoires africaines authentiques et poignantes comme celle-ci. Passons maintenant à la fin, car vous devez absolument savoir comment tout cela s'est vraiment terminé. 10 ans plus tard, Yétinde était assise sur le perron de la maison qu'ils avaient réussi à acheter. Ce n'était pas un manoir, mais c'était la leur. 3 chambres, une grande cuisine, un jardin où les enfants pouvaient jouer. Oui, des enfants, au pluriel, car après Abni était né un garçon qu'ils avaient prénommé Babatunde, puis une fille qu'ils avaient nommée Aduni. La maison était toujours pleine de bruit, de rire et de vie, et Yétinde la contemplait sans toujours y croire. Elle n'arrivait pas à croire qu'il y a 10 ans, elle avait été forcée d'épouser un inconnu, qu'elle avait reçu une balle, qu'elle avait failli mourir, qu'elle avait tant perdu, mais qu'elle avait finalement gagné tout ce qui comptait vraiment. Adébayo sortit de la maison, 2 tasses de thé à la main. Ses tempes étaient désormais grisonnantes, et des rides marquaient son visage à force de sourire. Il était plus doux que l'homme dur qu'elle avait rencontré ce premier jour, mais il conservait cette force intérieure, cette bonté qui était restée intacte. Il s'assit à côté d'elle et ils restèrent assis dans un silence confortable à regarder les enfants jouer dans la cour. Et Yétinde pensait à Folachad, pensait encore parfois à elle, se demandant comment elle allait en prison, si elle avait trouvé la paix, ou si la haine la consumait toujours. Yétinde lui avait rendu visite une seule fois, il y a 3 ans, et Folachad avait semblé surprise de la voir. Elle lui avait demandé pourquoi elle était venue, et Yétinde avait répondu « Parce que malgré tout, tu restes ma tante, ma famille, et j'ai besoin de te pardonner pour pouvoir enfin tourner la page. » Folachad avait pleuré, pour la première fois depuis que Yétinde la connaissait, et avait dit « Je ne mérite pas ton pardon. » Yétinde avait répliqué « Probablement pas, mais je ne te pardonne pas pour toi, je te pardonne pour moi, car nourrir de la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. » Elles avaient parlé pendant 1 heure, et cela n'avait pas tout résolu, cela n'avait pas guéri comme par magie des décennies de traumatisme, mais c'était un début, une petite fissure dans le mur de ressentiment. Et maintenant, assise sur le balcon avec Adébayo, bercée par les rires des enfants, l'odeur du dîner qui s'échappe de la cuisine, la chaleur du soleil sur sa peau, la main d'Adébayo dans la sienne, Yétinde réalisa qu'elle était heureuse, sincèrement, profondément heureuse, non pas d'un bonheur idyllique comme dans les films, où tout est parfait, mais d'un bonheur réel, avec ses problèmes, certes, mais entourée de gens qui vous aiment et avec qui les affronter. Elle regarda Adébayo et dit « Te souviens-tu de notre premier mariage, celui qui nous a été imposé, quand nous étions tous 2 terrifiés et prisonniers ?» Adébayo sourit et répondit « Comment pourrais-je l'oublier? C'était à la fois le pire et le plus beau jour de ma vie. » Yétinde demanda « Comment est-ce possible ?» Et il a dit « Le pire, parce que j'étais utilisé comme un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Le meilleur, parce que c'était le jour où je t'ai rencontré, le jour où ma vraie vie a commencé. » Et Yétinde sentit les larmes lui monter aux yeux, car même après 10 ans, cet homme pouvait encore dire des choses qui la faisaient fondre. Ils s'embrassèrent sur le balcon au coucher du soleil, tandis que le ciel se teintait d'orange et de violet. Les enfants, dégoûtés, s'écrièrent « Burke, maman et papa s'embrassent encore. » Ils rirent et appelèrent les enfants à l'intérieur pour dîner. Pendant le repas, Yétinde observait sa famille, cette famille improbable, née d'un traumatisme et d'une conspiration, mais transformée en quelque chose de si beau et de si authentique, et repensait à tout ce qu'elle avait appris. Comment la vie nous confronte parfois à des situations impossibles, mais comment on a toujours le choix de sa réaction. Comment les pires épreuves peuvent mener au meilleur si l'on a le courage de continuer à se battre. Que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation, mais de choix, rester ensemble même dans l'adversité.
que le véritable amour n'est ni spectaculaire ni explosif, mais discret et constant, et qu'il se manifeste dans les petits gestes, comme changer un pansement, se tenir la main à l'hôpital ou préparer le thé le matin. Que pardonner, ce n'est pas laisser les autres échapper aux conséquences de leurs actes, mais se libérer du poids de la haine. Qu'on peut commencer sa vie comme une victime sans pour autant la finir. Et la leçon la plus importante que Yétinde a peut-être apprise, c'est que sa tante Folachad avait tort sur toute la ligne, tort de penser que détruire les autres guérirait sa propre douleur, tort de penser que la vengeance apporterait la paix, tort de penser que le pouvoir et l'argent étaient plus importants que l'amour et les liens humains, car au final, Folachad avait tout eu, argent, influence, manoir et voiture de luxe, mais se retrouvait seule dans une cellule de prison avec, pour seul fardeau, ses regrets, tandis que Yétinde, qui était partie de rien, qui avait été pauvre, désespérée et forcée à un mariage qu'elle ne désirait pas, possédait désormais tout ce qui comptait vraiment, l'amour, la famille, un but dans la vie, la paix. Au fil des ans, leur histoire s'est répandue. À Ibadan, on connaissait l'histoire de la couturière et de l'ancien détenu, comment ils avaient été contraints de se marier et avaient réussi à construire une relation solide, comment ils avaient survécu à une tentative d'assassinat, à un complot familial, à la pauvreté et aux préjugés, comment ils avaient bâti ensemble une vie honnête et heureuse. Parfois, de jeunes couples venaient à la boutique de Yétinde, non pas pour acheter des robes, mais simplement pour entendre son histoire de sa bouche, pour y puiser l'espoir que leur propre relation difficile puisse survivre. Yétinde les accueillait toujours chaleureusement, partageant son histoire avec une franchise brutale, sans idéaliser les difficultés, mais sans cacher non plus l'amour né du chaos. Elle concluait toujours par la même chose. Le mariage, ce n'est pas trouver la personne parfaite, c'est trouver quelqu'un qui se battra à vos côtés quand les choses se compliqueront. Et croyez-moi, les choses se compliquent toujours. Adebayo a finalement repris ses études. Intelligent depuis toujours, il n'avait jamais eu la chance de recevoir une véritable éducation formelle. À 38 ans, il s'inscrit donc à l'université et étudie l'histoire, comme il l'avait toujours souhaité. Pendant 6 ans, il étudie à temps partiel tout en travaillant, mais il réussit, obtient son diplôme et commence à enseigner dans un lycée local. Ses élèves l'adoraient car il ne prétendait jamais être parfait. Il racontait aussi son histoire, la prison, ses erreurs, ses secondes chances. Il utilisait sa propre vie comme une leçon. Le passé ne détermine pas l'avenir si on ne le permet pas, la dignité ne vient pas de l'absence de chute, mais de la capacité à toujours se relever. Et il y avait quelque chose de profondément touchant à voir un homme si brisé devenir une source d'inspiration pour la génération suivante. Et Babatunde, le père si longtemps absent, devint le meilleur grand-père que ses enfants pouvaient espérer. Il venait les chercher à l'école tous les jours, leur racontait des histoires de son village natal, leur enseignait l'histoire et les traditions Yoruba, leurs origines, et les soirs où Yétinde et Adebayo avaient besoin de souffler, il restait avec eux sans se plaindre. Un jour, Yétinde le remercia de sa présence, et les larmes aux yeux, il dit « J'ai perdu 25 ans avec mon fils, je ne perdrai pas un seul jour avec mes petits-enfants. J'essaie de réparer mes erreurs, même si je sais que je n'y parviendrai jamais complètement, mais essayer, c'est tout ce que je peux faire. » Yétinde le serra dans ses bras et lui dit « Tu as déjà fait bien plus que tu ne le crois, rien qu'en étant là, rien qu'en essayant, c'est l'essentiel. » Parfois, le soir, une fois les enfants endormis, Yétinde et Adebayo parlaient de l'absurdité de leur histoire, de ces 10 années où ils étaient des étrangers contraints de vivre ensemble, de toutes les souffrances et les traumatismes qui avaient précédé leur rencontre. Adebayo demandait alors « Regrettes-tu quelque chose? Changerais-tu quelque chose si tu le pouvais ?» Yétinde réfléchissait, repensait à la balle qui lui avait déchiré l'épaule, à la peur ressentie cette terrible nuit dans la remise, à la trahison de Folachad, à toutes ses souffrances. Et elle répondait sincèrement « Si je pouvais, je changerais la douleur, je changerais le traumatisme, mais je ne changerais pas notre rencontre, je ne changerais pas le fait d'être tombé amoureux, car tout cela, tout cet enfer, nous a menés ici, et c'est ici que je veux être. » Adebayo acquiesçait, et il s'enlaçait. Nul besoin de mots, car ils se comprenaient parfaitement, comme seuls 2 survivants de l'enfer peuvent le faire. Et la petite Abni, l'aînée, a grandi en entendant l'histoire de la rencontre de ses parents, une version édulcorée, adaptée aux enfants, bien sûr, mais malgré tout, elle savait que cela avait été compliqué, difficile. Un jour, à 8 ans, elle demanda à Yétinde « Maman, avais-tu peur de papa au début ?» Yétinde répondit honnêtement « Oui, j'avais très peur parce que les gens me disaient qu'il était dangereux, et je ne le connaissais pas. Mais j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris qu'on ne peut pas juger une personne sur ce que les autres disent d'elle, il faut la connaître soi-même. Il faut regarder au-delà des histoires et voir la vraie personne. Et quand je l'ai fait avec ton père, quand je l'ai vraiment vu, j'ai vu un homme bon qui avait souffert, mais qui n'avait pas laissé la douleur le transformer en quelqu'un de mauvais. » La petite Abni, avec le sérieux propre aux enfants, écouta ces mots et dit « Alors tu es courageuse, maman. » Yétinde rit et répondit « Ou plutôt, très naïve, mais merci, ma chérie. »
Les années passèrent, les enfants grandirent, l'entreprise prospéra, la vie suivit son cours avec ses joies terrestres et ses défis quotidiens. Et Yétinde regardait parfois les informations et voyait des histoires d'autres familles détruites par la vengeance, la haine et les traumatismes intergénérationnels. Elle éprouvait alors de la gratitude et de la tristesse. De la gratitude car elle et Adébáyọ̀ avaient réussi à briser ce cycle. De la tristesse car elle savait que tant d'autres n'y parvenaient pas, restant prisonniers de schémas de douleur transmis de génération en génération. Elle aurait voulu pouvoir tous les aider, mais savait que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était vivre sa vie du mieux qu'elle pouvait, être un exemple de ce qui est possible lorsqu'on choisit la guérison plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment. Quant à Folachad, elle purgea ses 15 années de prison et en sortit transformée, plus âgée, plus faible, mais peut-être un peu plus sage. Elle ne chercha pas immédiatement à contacter Yétinde ni Adébáyọ̀. Elle garda le silence, s'installa dans une petite ville où personne ne la connaissait et mena une vie simple. Ce n'est qu'après 2 ans qu'elle écrivit enfin une lettre, une longue et douloureuse lettre où elle ne demandait pas pardon, car elle savait qu'elle ne le méritait pas, mais de la compréhension, la reconnaissance qu'elle avait été brisée, mais que cela ne justifiait en rien ses actes. Yétinde lut cette lettre 3 fois, pleura à chaque fois, puis lui répondit, non pas une longue lettre, mais quelques lignes seulement. Je t'ai pardonné il y a longtemps, non pas pour toi, mais pour moi, et j'espère que tu trouveras la paix un jour, j'espère que tu trouveras la force de vivre avec ce que tu as fait. Nous méritons tous une seconde chance, même si elle arrive tard. Elles ne redevinrent jamais proches, ne reconstruisirent jamais leur relation brisée, mais une paix fragile régnait entre elles, une compréhension mutuelle de leur propre souffrance. 2 êtres humains, tous 2 imparfaits, tous 2 faisant de leur mieux dans une situation impossible. Et maintenant, alors que je termine cette histoire, alors que je vous laisse avec Yétinde et Adébáyọ̀, heureux, imparfaits et authentiques, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez appris ici, à quel point les jugements hâtifs peuvent être erronés, comment les personnes les plus improbables peuvent devenir vos plus grandes bénédictions, comment un traumatisme ne doit pas vous définir, comment vous avez toujours le choix dans votre réaction face aux épreuves de la vie. Comment le pardon est une libération, comment le véritable amour demande des efforts mais vaut chaque seconde, comment la famille se construit, elle ne naît pas, comment votre histoire peut commencer terriblement mais que vous en écrivez la fin. Et si cette histoire a changé quelque chose en vous, même si ce n'est qu'une petite chose, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que même des pires débuts peuvent naître les plus belles fins. Yétinde contempla une dernière fois le ciel qui s'assombrissait au-dessus d'Ibadan, la ville témoin de sa métamorphose, d'une jeune fille apeurée, contrainte à un mariage impossible, à une femme forte qui avait bâti de ses propres mains un petit empire, certes, mais significatif. Elle repensa à toutes les versions d'elle-même qu'elle avait incarnées au fil des ans. La Yétinde d'il y a 10 ans n'aurait jamais cru se retrouver là, dans cette maison, avec cet homme, ses enfants, dans cette paix. Et c'est peut-être là la plus grande vérité. Nous ne sommes pas figés, nous changeons, nous grandissons, nous nous transformons à travers l'épreuve du temps. L'essentiel n'est pas d'éviter cette épreuve, car c'est impossible. L'essentiel est de la laisser nous purifier au lieu de nous détruire, de la laisser consumer ce qui ne nous sert plus et révéler notre véritable nature, au-delà de la peur et des traumatismes. Adébáyọ̀ la trouva là, sur le balcon, posa une couverture sur ses épaules car la nuit commençait à se rafraîchir, et elle se blottit contre lui comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Ils n'eurent besoin de rien dire car, après 10 ans passés ensemble, après avoir surmonté tant d'épreuves, ils avaient développé un langage qui transcendait les mots. C'était dans la façon dont il la tenait, dans sa respiration plus aisée en sa présence, dans ses petits gestes d'attention devenus si automatiques qu'il ne les remarquait même plus. C'était le véritable amour, non pas la version dramatique du cinéma, mais l'amour réel, discret et constant qui se manifeste chaque jour, même en l'absence de drame ou d'excitation, surtout en l'absence de drame ou d'excitation. Et tandis qu'ils se tenaient là, ensemble, sous le ciel étoilé d'Ibadan, au son des enfants dormant dans la maison, à l'odeur de la terre humide après la brève averse de l'après-midi, avec le poids réconfortant d'une décennie de souvenirs partagés, ils savaient qu'ils avaient gagné, non pas au sens où le monde mesure la victoire, non pas avec une richesse obscène ou une renommée internationale, mais de la manière qui compte vraiment. Ils avaient transformé une malédiction en bénédiction, ils avaient pris les morceaux brisés de 2 vies anéanties et construit quelque chose d'entier et de beau, ils avaient prouvé que leur tante Folachad avait tort sur toute la ligne, car au final, ce n'était ni le pouvoir ni la vengeance qui avaient guéri, c'était l'amour, c'était le choix, chaque jour, d'être meilleur que leur situation, c'était le refus de laisser le traumatisme de la génération précédente empoisonner la suivante. Et peut-être que Folachad, dans sa cellule, avait fini par l'apprendre elle aussi. Peut-être qu'au fil de ces longues années de solitude et de réflexion forcée, elle avait enfin compris que le bébé qu'on lui avait arraché 25 ans plus tôt n'était coupable de rien, qu'Adébáyọ̀ n'était responsable ni des choix de son père ni de la cruauté de ses grands-parents, qu'elle avait gâché des décennies à haïr la mauvaise personne, à se haïr elle-même en réalité, car toute cette haine dirigée vers l'extérieur n'était qu'une haine de soi déguisée. La haine de les avoir laissés là. Brisée, d'être devenue exactement ce que ses parents voulaient au lieu de se battre pour être elle-même.
Mais même si Folashad avait compris cela trop tard pour réparer les dégâts qu'elle avait causés, même si elle ne pouvait jamais rattraper les années perdues ni effacer le traumatisme qu'elle avait infligé, la leçon restait précieuse. Une rédemption était encore possible en passant le reste de sa vie à essayer de s'améliorer. Et Yétind espérait sincèrement qu'elle la trouverait, non pas pour Folashad, mais parce que croire en la rédemption, croire que les gens peuvent changer même après avoir commis l'impardonnable, était essentiel pour la propre paix intérieure de Yétind. Les années continueraient de passer, les enfants grandiraient et vivraient leurs propres histoires, leurs propres luttes, leurs propres triomphes, et Yétind et Adébayo vieilliraient ensemble, leurs cheveux grisonnants, leur corps ralentissant, mais leur amour demeurerait, il évoluerait mais il resterait, car ils avaient bâti quelque chose sur des fondations solides de respect mutuel et de survie partagée, quelque chose que les tempêtes ne pourraient détruire car il avait déjà été mis à l'épreuve par les pires tempêtes possibles, et lorsque viendrait finalement le moment de la séparation, lorsque l'un d'eux devrait dire adieu à l'autre comme nous devons tous le faire avec ceux que nous aimons, ils pourraient se retourner sans regret, ils pourraient dire qu'ils avaient bien vécu, qu'ils avaient aimé pleinement, qu'ils avaient transformé quelque chose de laid en quelque chose de beau, et cela suffirait, plus que suffisant, ce serait tout. Voici donc l'histoire de Yétind et Adébayo, la couturière et l'ancien détenu, deux étrangers que le destin et la nécessité ont réunis et qui ont choisi de transformer ce début impossible en un amour indéfectible. C'est une histoire de jugement et de rédemption, de traumatisme et de guérison, qui montre que la famille n'est pas une question de sang mais de choix, que l'on ne peut contrôler ce que la vie nous réserve, mais que l'on peut choisir qui l'on devient. C'est une histoire africaine, plus précisément nigériane, ancrée dans les rues d'Ibadan et les complexités d'une société où pauvreté et pouvoir s'affrontent sans cesse. Mais c'est aussi une histoire universelle, car chacun, partout dans le monde, comprend ce que c'est que d'être jugé injustement, ce que c'est que d'être confronté à des situations impossibles, ce que c'est que de devoir choisir entre survie et dignité, et chacun, partout dans le monde, comprend ce que c'est que de trouver l'amour là où on s'y attend le moins. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez entendu toute cette histoire, de son début horrible à sa fin porteuse d'espoir, alors je vous le demande une dernière fois. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette histoire, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Car des histoires comme celle-ci doivent être racontées, entendues, partagées, non seulement parce qu'elles sont dramatiques ou émouvantes, mais aussi parce qu'elles nous rappellent notre humanité commune. Elles nous rappellent que derrière chaque étiquette, chaque stéréotype, chaque gros titre de journal, se cache une personne réelle avec une histoire réelle et complexe. Et plus nous racontons ces histoires, plus nous les entendons, plus il devient difficile de nous déshumaniser les uns les autres, plus il devient facile d'avoir de l'empathie, de la compassion, de l'amour. Yétind et Adébayo n'étaient pas parfaits, cette histoire n'était pas parfaite, il y avait des passages difficiles et douloureux à entendre, mais c'était réel, c'était honnête, c'était vrai de la manière qui compte. Et si cela vous a touché, si cela a changé votre vision du monde ou des gens qui le composent, alors mission accomplie. Alors cette histoire a rempli son rôle, et maintenant elle vit en vous aussi, vous la portez en vous. Et peut-être que lorsque vous rencontrerez quelqu'un d'injustement jugé, quelqu'un qui lutte contre un traumatisme, quelqu'un qui semble irrémédiable, vous vous souviendrez de Yétind et Adébayo, vous vous souviendrez que chacun a une histoire, et vous choisirez la compassion plutôt que le jugement, la compréhension plutôt que la condamnation, l'amour plutôt que la peur.